Imaginez juste la scène à un instant, une vidéo captée par un téléphone cellulaire qui circule à la vitesse de l'éclair sur le web. Ouais, le genre d'image hyper chaotique, tu sais, super tremblante. C'est exactement ça. Et sur cet écran, on y voit un affrontement fatal entre des forces de l'ordre et des manifestants. Une scène d'une violence extrême, ouais. Absolument. Et là où ça devient fou, c'est qu'une personne va regarder cet écran et va y voir genre la définition même de la légitime défense. Des agents qui sont acculés au pied du mur par une foule violente. Et la personne juste à côté va regarder exactement les mêmes pixels Les mêmes pixels, ouais. et elle va y voir une brutalité institutionnelle totalement intolérable, genre un meurtre cautionné par l'État. Voilà. Et ça, c'est vraiment le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On est face à une société qui n'arrive même plus, mais alors plus du tout, à s'entendre sur la réalité physique d'un événement. C'est fascinant et terrifiant en même temps. Totalement. Alors, pour creuser ça, on se penche sur une chronique radiophonique très spécifique. C'était diffusé le 26 janvier 2026 sur les ondes du FM 93 au Québec. C'est un segment de l'émission Bouchard en parle, où l'animateur, Sylvain Bouchard, s'attaque à une situation, disons, extrêmement tendue chez les voisins du Sud. Les États-Unis. Oui. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre pourquoi ce débat précis sur l'immigration américaine, il est qualifié de matière véritablement explosive par la source. Explosif, c'est le mot. Ouais. On va examiner un peu l'architecture des arguments qui sont présentés dans cette chronique pour saisir comment les médias perçoivent cette fracture sociétale phénoménale. Mais je pense qu'il est essentiel de définir notre cadre d'analyse tout de suite. Oui, très important de le préciser. On agit ici uniquement comme des observateurs, tu sais, qui cartographient un terrain miné. En décortiquant la rhétorique et les concepts de l'émission, du FM 93, on n'endosse absolument pas et on ne valide aucune des positions d'une faction politique ou d'une autre. C'est clair, on est là pour comprendre le mécanisme, pas pour prendre parti. Exactement. Notre objectif est purement analytique. On veut comprendre la mécanique de cette polarisation à travers la lentille de cette source bien précise. Bon, décortiquons tout ça. Il faut impérativement commencer par l'étincelle, le truc qui a mis le feu aux poudres. La fameuse étincelle, ouais. La chronique de Bouchard, elle s'ouvre sur une tragédie très concrète qui s'est déroulée à Minneapolis. Un deuxième manifestant est mort sous les balles des agents de l'ICE. Et le fait qu'on précise qu'il s'agit d'un deuxième manifestant, ça change tout. Ça modifie complètement l'équation, non? Bah oui, dans l'esprit du public, c'est clair. C'est plus du tout perçu comme une bavure isolée ou un accident de parcours. Ça devient un motif. Une répétition, carrément. Et juste pour bien situer l'enjeu pour ceux qui nous écoutent, l'ICE, c'est l'agence fédérale américaine qui est responsable de l'application des lois sur l'immigration et les douanes. Donc une agence qui est constamment scrutée à la loupe. Ouais, le moindre de leurs mouvements est analysé. Et ce qui ressort massivement du compte-rendu de l'émission, c'est la fracture instantanée du récit autour de ces tirs mortels. La source met vraiment en lumière cette collision frontale entre deux écosystèmes d'information. Comment ça se divise exactement? D'un côté, on rapporte que le camp de Donald Trump et ses alliés déploient tout de suite un récit qui est axé sur le maintien de l'ordre. Leur argumentaire, c'est la légitime défense pure et dure. Genre, les agents n'avaient pas le choix. C'est ça. Face à une situation de chaos migratoire et de manifestations hostiles, les agents du gouvernement n'auraient eu d'autre choix que de tirer pour protéger leur propre vie. C'est un récit qui s'appuie sur le principe de l'autorité de l'État face au désordre. D'accord, je vois. Mais en même temps, la chronique souligne aussi l'émergence d'une contre-narrative, non? Propulsée par le web. Absolument. Une diffusion massive de vidéos citoyennes qui viennent percuter ce récit officiel. Et c'est là que ça devient fou. Ces fameuses images qui circulent sur le web, elles agissent comme comment on pourrait appeler ça? Un test de Rorschach numérique. Un test de Rorschach, c'est exactement ça. C'est l'aspect le plus déstabilisant de cette crise. Parce que historiquement, on pensait toujours que l'arrivée de milliers de caméras partout, ça allait nous apporter une vérité objective incontestable. Genre, si c'est filmé, c'est prouvé, point barre. Ouais, la preuve par l'image. Voilà. Or, la réalité qui est décrite ici, elle démontre complètement l'inverse. Les algorithmes et nos propres biais de confirmation transforment cette preuve visuelle en arme idéologique. Tout à fait.
Quelqu'un qui croit fondamentalement que le système d'immigration est brisé et dangereux, il va regarder la vidéo et il va voir des agents qui font courageusement leur travail face à une menace existentielle. Alors que de l'autre côté, De l'autre côté, quelqu'un qui est convaincu que le système est fondamentalement oppressif, il va regarder la même seconde de vidéo, les mêmes mouvements, et il va y voir une démonstration de force meurtrière totalement disproportionnée. ouais, la technologie ne résout absolument pas le ministère de Minneapolis. Au fond, elle le fragmente, elle le coupe en deux certitudes absolues et totalement imperméables l'une à l'autre. C'est ça, on se parle plus, on crie nos certitudes. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cette fragmentation et surtout la vitesse incroyable à laquelle elle opère. Ça va tellement vite. Trop vite, ouais. Dans l'analyse de Sylvain Bouchard, on remarque que le deuil, l'enquête policière standard, la collecte des faits balistiques, ou même les témoignages sous serment, tout ça est instantanément balayé. On n'attend plus les faits. Jamais. L'incident n'est plus traité comme un fait divers qui demanderait un minimum de patience institutionnelle. Il est immédiatement métabolisé, digéré par la machine politique comme le symptôme d'une guerre culturelle beaucoup plus vaste. Donc le débat ne porte plus sur ce qui s'est réellement passé. Non, le débat public ne porte plus du tout sur la chronologie des secondes avant le tir de l'agent de l'IS. Il porte sur ce que cet agent et ce manifestant représentent de manière allégorique pour l'avenir des États-Unis. C'est fou en ton sens. Et puisque la preuve vidéo ne parvient plus à créer un consensus factuel, les commentateurs sont bien obligés de chercher des explications ailleurs pour comprendre ces réactions si opposées. C'est la trajectoire exacte que prend la chronique du FM 93, oui. Pour expliquer cette réaction ultra-épidermique, cette impossibilité de s'entendre sur le présent, l'animateur plonge direct dans l'histoire. Il évoque ce qu'il appelle les fantômes du passé. Les fantômes du passé, ou à une expression forte. Très forte. Et il affirme de manière très explicite, et là je cite le concept rapporté dans l'émission, qu'il y a un, je cite, fond raciste aux États-Unis qui teinte le débat actuel. Donc il relie la violence qu'on observe dans les rues et la tension autour de l'immigration à une forme de racisme systémique persistant. Ouais. Et l'utilisation de ce vocabulaire, elle n'est pas fortuite du tout. La source déterre ces fantômes. Pour illustrer un point crucial, les institutions américaines, elles ne fonctionnent pas sur une page blanche. Elles ont un bagage. Un énorme bagage. Selon cette lecture, l'ICE, ou les patrouilles frontalières, portent le poids d'un héritage historique très lourd. Quand une frange de la population observe ces agents intervenir de manière musclée, elle ne voit pas une simple application d'un code administratif. Elle y voit le prolongement historique de politiques d'exclusion ou de ségrégation. D'accord, donc ça vient de très loin. C'est l'argument central de Bouchard pour expliquer l'intensité viscérale de cette crise. C'est une grille de lecture qui est très présente, c'est sûr. Mais je veux qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Je t'écoute. Est-ce que le fait de brandir l'étiquette du racisme systémique pour expliquer l'ensemble du débat migratoire, est-ce que ça risque pas de simplifier à l'extrême un enjeu logistique qui est, avouons-le, colossal ? C'est la grande question, oui. Parce qu'on parle des États-Unis d'Amérique, là, une super puissance mondiale avec des milliers de kilomètres de frontières, des infrastructures d'accueil qui sont souvent décrites comme complètement saturées, des tribunaux engorgés, des calculs économiques super complexes par rapport à la main-d'œuvre. C'est un casse-tête administratif monumental, ça c'est sûr. Alors si on étiquette d'emblée la simple volonté de sécuriser ou de contrôler cette frontière comme ayant un fond raciste, est-ce qu'on ne balaye pas sous le tapis toute discussion un peu pragmatique ? C'est une accusation tellement massive, je veux dire. Elle a le pouvoir de paralyser l'action de l'État. Comment on peut débattre du nombre de lits dont on a besoin dans un centre de détention ou du budget des douanes si la prémisse même de la discussion, c'est que l'idée même de contrôle est motivée par la haine ? Ouais, tu touches vraiment au nœud du problème institutionnel. Mais si on relie ça à la situation globale, l'objectif de la chronique n'est pas d'effacer les réalités logistiques ou les défis d'infrastructure. C'est pas ça l'idée. Ah non. Non, le concept de racisme systémique, il est utilisé par l'animateur pour diagnostiquer la nature du blocage. Pas pour nier le problème des lits ou du budget, mais quand un enjeu purement administratif est perçu à travers le prisme d'une injustice historique, la confiance s'évapore complètement. Ah, je vois. Il n'y a plus aucune confiance de base. C'est ça. Les défenseurs des droits humains le voient plus l'ICA comme une agence qui cherche à gérer un afflux. Ils la voient comme une force d'oppression, point. Et en retour, de l'autre côté, toute tentative de légiférer sur la sécurité frontalière est accueillie avec une suspicion maximale. Donc ça bloque. Totalement. L'analyse de Sylvain Bouchard, elle démontre que c'est vraiment cette collision entre la mémoire historique d'un côté et la gestion bureaucratique de l'autre qui transforme un problème complexe en une crise identitaire carrément insoluble.
Le débat technique, les chiffres, les lits, il est perpétuellement court-circuité par le poids de l'histoire. Ce qui explique pourquoi, d'un côté du spectre politique, chaque intervention de l'AS à Minneapolis ou à la frontière, c'est perçu comme la preuve éclatante d'une persécution en cours. Exact. Mais bon, pour que la situation soit véritablement qualifiée d'explosive, comme le souligne bien l'émission, il faut que la pression soit écrasante des deux côtés. Oui, il faut que les deux pôles soient sous haute tension. Voilà. Il faut une polarisation absolue, un miroir parfait de la méfiance. Et c'est là que la chronique du FM 93 complète son tableau. Elle tourne son attention vers l'autre côté de l'échiquier politique. Effectivement. Et là, la source introduit un second concept, tout aussi foudroyant pour équilibrer un peu son diagnostic de la crise. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Sam ? Eh bien, après avoir exploré la perception d'un racisme inhérent aux institutions, Bouchard pointe du doigt les démocrates et les partisans d'une approche plus souple. Et il évoque ce qu'il nomme la corruption migratoire. Ouch, le terme est fort. Très fort. Et là encore, il est super crucial de rappeler que dans notre démarche d'analyse aujourd'hui, on fait qu'observer comment ce concept est déployé dans le discours public. On ne lui accorde aucune valeur de vérité factuelle. Exactement, tout comme pour l'allégation précédente. On est juste des analystes ici. Voilà, on observe les arguments. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la mécanique de cette accusation de corruption migratoire, elle est redoutable. On ne parle pas de corruption au sens traditionnel, tu sais, genre le politicien qui accepte des pots de vin dans une enveloppe brune sous la table. Non, c'est beaucoup plus insidieux que ça dans leur discours. Oui. Ouais. L'argumentaire qui est mis en lumière par la chronique, c'est l'idée que les politiques d'ouverture des frontières, d'amnistie ou de clémence, elles ne seraient absolument pas motivées par l'humanisme ou la compassion. Lit par le droit d'asile ? Exact. Selon cette rhétorique, ce serait plutôt le résultat d'un calcul électoral genre complètement machiavélique. L'accusation sous-jacente, c'est qu'on laisse délibérément la frontière poreuse pour modifier la démographie du pays à long terme, pour importer une nouvelle base d'électeurs. Des électeurs qui seraient, selon cette théorie, potentiellement dépendants de l'État-providence. C'est ça. Et tout ça dans le but de s'assurer une domination politique perpétuelle. C'est lourd, comme accusation. Très lourd, et cela soulève une question importante sur la viabilité même du système démocratique américain face à une crise pareille. Analysons un peu les deux forces en présence telles qu'elles sont décrites par l'émission de radio. Vas-y. D'un côté, tu as la conviction qu'une partie de l'appareil d'État opère sous l'influence d'un racisme systémique destructeur. De l'autre côté, tu as la conviction que l'inaction frontalière, c'est une trahison de la souveraineté nationale. Une vraie conspiration de l'intérieur, selon eux. Ouais, une corruption migratoire orchestrée pour voler le pays de l'intérieur. Ces deux concepts, ce ne sont pas de simples désaccords sur des taux d'imposition ou des budgets de route, là. Oh non. Ce sont des accusations d'immoralité absolue et de trahison fondamentale de la nation. Et cette dichotomie, qui est d'une violence inouïe, elle détruit la sémantique même du débat. Il suffit de regarder les conséquences pratiques d'un tel vocabulaire sur la façon dont le pays est gouverné. Comment des législateurs, des sénateurs, des gouverneurs peuvent s'asseoir autour d'une table pour négocier rationnellement un budget d'immigration. C'est mission impossible. C'est mathématiquement et philosophiquement impossible. Le principe de base de la politique, c'est le compromis. On concède un peu sur les visas pour obtenir plus de financement pour des caméras, par exemple. Ouais, donnons. Mais dans ce miroir politique tendu par la chronique, le compromis, c'est devenu un crime. On ne peut pas faire de compromis avec le racisme systémique. Bien sûr que non. Et on ne peut pas faire de compromis avec la corruption migratoire ou la trahison de la patrie non plus. Quiconque essaie d'avoir une approche pragmatique ou de se placer au centre, il se fait immédiatement décapiter politiquement par son propre camp. Ouais, le législateur modéré, il finit étiqueté soit comme un complice de l'oppression institutionnelle, soit comme un complice de la destruction du pays. Il n'a aucune issue. C'est terrible. C'est la définition clinique d'une impasse conceptuelle. Et c'est vraiment ce qui justifie pleinement l'utilisation du mot « crise » par la source. La paralysie de l'appareil d'État, ce n'est pas un accident. C'est le résultat logique, inévitable, des termes qui ont été choisis pour cadrer ce débat. Les mots ont un poids énorme. Quand la rhétorique atteint un tel niveau d'absolutisme moral, l'architecture législative s'effondre. Le Congrès devient incapable de passer la moindre loi significative pour adapter le système aux réalités de 2026. Et l'histoire nous démontre invariablement une chose. Laquelle ? Quand l'énergie politique et les frustrations de la population ne trouvent plus de canal d'expression à travers la création de lois et le vrai débat parlementaire, cette pression trouve une autre voie de sortie. Elle sort dans la rue. Exactement. Et c'est ce qui nous ramène directement au point de départ de notre analyse.
à l'asphalte de Minneapolis. La boucle se ferme, ouais. La paralysie législative engendre un vide monumental. Et comme on le sait, la nature a horreur du vide. Ce vide, il est rempli par le désespoir civique, par des manifestations qui deviennent de plus en plus tendues, de plus en plus désespérées, face à des forces de l'ordre qui se sentent politiquement ciblées, isolées et complètement abandonnées par des politiciens paralysés. Le cycle vicieux est complet. L'inaction politique garantit que la pression sur le terrain va continuer de monter jusqu'à ce que la confrontation physique, les coups de feu deviennent inévitables. Et à ce moment-là, l'incident de Minneapolis cesse d'être un événement isolé. Ça devient la manifestation physique tangible et super tragique d'une paralysie intellectuelle et politique à l'échelle de tout un pays. C'est une radiographie parfaite de ce mécanisme. La chronique de Sylvain Bouchard offre vraiment ça, ouais. T'as l'absence de consensus sur la réalité factuelle d'une vidéo. Ça nourrit les accusations de racisme. Ces accusations s'entrechoquent avec les accusations de corruption électorale. Ce qui gèle le travail des élus. Ce qui gèle tout, oui. Ça maintient des politiques frontalières défaillantes. Ça crée une anxiété sociale énorme, ce qui ramène les manifestants dans la rue face à l'ICE, ce qui mène à de nouvelles interventions. Et donc à de nouvelles vidéos tremblantes sur le web. La boucle est bouclée. Totalement bouclées. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un peu de recul pour faire la synthèse de cette plongée dans les ondes du FM 93. Ouais, quelle est la conclusion de tout ça? La tragédie de Minneapolis, ces balles tirées, ce décès qui s'ajoute à une liste déjà beaucoup trop longue, ce n'est pas juste un fait divers. À travers l'analyse méticuleuse des concepts de racisme et de corruption qu'on a étudiés aujourd'hui, cet événement se révèle être le miroir brisé d'une nation qui est prise au piège de ses propres récits. C'est très bien dit. Les États-Unis de 2026, tels qu'ils sont décrits ici, ils semblent englués dans une guerre de tranchées sémantique. Les accusations mutuelles sont devenues si massives qu'elles ont éradiqué tout espace pour le pragmatisme. Tant que la gestion des frontières sera pensée exclusivement à travers le prisme duel de la haine historique ou de la subversion démocratique, le système va rester bloqué. Et chaque interaction entre un agent fédéral et un citoyen aura ce potentiel explosif. Le constat est implacable. Il l'est, vraiment. La source nous force à regarder en face les conséquences d'un discours public qui a complètement abandonné la nuance, juste au profit de la survie idéologique. La véritable tragédie qui est mise en évidence ici, ce n'est pas seulement la perte terrible d'une vie lors d'une manifestation. Même si c'est déjà tragique en soi. Absolument. Mais c'est surtout l'incapacité structurelle d'une société à tirer les leçons de cette perte. Parce que la signification de l'événement est tout de suite confisquée, tu sais. Elle est tordue pour servir d'arme de destruction politique massive entre les deux camps. Ça laisse vraiment avec une réflexion profonde, je trouve. C'est une pensée qui tourne un peu en boucle quand on observe la dynamique de ce fameux test de Rorschach numérique dont on parlait tantôt. Ouais, l'impact des réseaux sociaux là-dedans. Exact. On a constaté avec quelle stupéfiante rapidité des images captées par des téléphones ont court-circuité le récit officiel. Ça a cimenté des certitudes inébranlables en l'espace de quelques minutes. Avant même que la poussière retombe. C'est ça. Et ça soulève une interrogation fondamentale qui dépasse largement le cadre des frontières américaines ou du débat sur la ICI. Dans quelle mesure la vitesse de propagation vertigineuse des réseaux sociaux a-t-elle modifié, de façon peut-être irréversible, la manière dont nos sociétés perçoivent la notion même de vérité? C'est vertigineux d'y penser. Parce que bien avant qu'un enquêteur indépendant ait pu sécuriser la scène à Minneapolis, bien avant qu'une autopsie soit pratiquée ou qu'un juge ouvre un dossier, mais la réalité numérique avait déjà été tranchée par des millions d'internautes. Elle avait été jugée, emballée et utilisée comme projectile idéologique. La justice d'Internet, instantanée et sans appel. Voilà, et si des faits complexes, qui exigent pourtant du recul et de la rigueur pour être établis, sont systématiquement pris de vitesse par l'instantanéité virale de l'indignation, est-ce que la vérité objective a encore la moindre chance de rattraper le tribunal immédiat du web? C'est une excellente question pour conclure, parce que ça remet tout en perspective. Et si la réponse est non, sur quel socle commun est-ce qu'on pourra espérer construire l'avenir de nos débats de société avant que la prochaine étincelle ne trouve son chemin vers la poudre? Une question à garder en tête. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration aujourd'hui et on se retrouve pour la prochaine.